Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'influence de la Chine sur le cinéma mondial et plus particulièrement le cinéma américain. L'ami Bigby vous a préparé un dossier solide qui va aborder un plein de questions. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, vous avez l'habitude, on le rappelle, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à participer donc à la grande aventure Cult and Click. On va commencer mon cher Bigby avec un point sur différents éléments, on va dire, polémiques qui entourent la Chine et d'autres entreprises qui ne concernent pas forcément le cinéma et les séries télé. On reviendra plus précisément sur le cinéma après. À toi. Merci à toi, mon Moncaire, et bonjour à tous. Eh bien, en fait, avant de parler de la Chine, effectivement, on va donner quelques exemples d'autres types d'influence que la Chine peut avoir sur d'autres industries. Alors, on va en prendre trois très différentes. Déjà, Apple. Apple, tout simplement, quand vous êtes sur le marché chinois, les drapeaux dans les émoticônes, il y a certains pays qui n'apparaissent pas. Il y a certains drapeaux qui n'apparaissent pas ou pas dans le même ordre. Alors, c'est pareil sur Android, mais Apple a aussi dû également retirer des applications qui aidaient les manifestants hongkongais à prévenir qu'il y allait avoir une arrivée de police, etc. Le gouvernement chinois a dit que qu'il y avait une utilisation terroriste des applications, et donc ça a été retiré. Donc là, j'ai envie de dire, difficile d'avoir un jugement de valeur tranché parce que c'est le gouvernement chinois qui fait des changements sur son sol souverain. Donc c'est normal qu'ils décident de ce qu'ils vont faire. Mais premier type d'influence sur une économie, une société européenne, en tout cas américaine et occidentale. Deuxième marché, donc le marché du jeu vidéo, Blizzard, une des plus grandes sociétés de jeux vidéo, ceux qui font World of Warcraft, eh bien ils ont un jeu qui s'appelle Hearthstone, c'est un jeu de cartes numérique, et en fait une des personnes qui, après un match dans un gros tournoi de Hearthstone, était à Hongkongais et a en fait montré son soutien à la cause des manifestants. Et alors là, Blizzard lui retire tous ses cash prizes, tous les revenus qu'il a gagnés des autres compétitions. Les animateurs qui étaient en train de l'interviewer ont été virés. Et en fait, alors je vous fais l'histoire courte, en fait, tout simplement, les gens se sont rendus compte que plus de 40% des revenus sur le jeu Hearthstone viennent de Chine. Et donc, pour ménager la chèvre, et la chèvre, c'est nous, et le chou, eh bien, c'est la Chine, ou en tout cas les lingots, pour ménager ces 40%, eh bien, ils ont préféré faire quelque chose qui allait un peu choquer nos côtés liberté d'expression, etc. etc. Et à ça, en fait, il faut bien voir que, par exemple, Blizzard, quand ils ont fait un communiqué pour en parler, en Occident, le communiqué anglais est bien explicite sur le fait que il ne faut pas parler de politique, que ce n'est pas le but en compétition de jeux vidéo de faire passer des idées politiques. Là où le communiqué de presse en Chine, qui était donc diffusé en mandarin, lui était beaucoup plus virulent, disait que c'était une honte d'attaquer la nation souveraine chinoise. Et en fait, on a vraiment le double discours qui apparaît parce que les sociétés sont obligées à la fois de faire avec les demandes de la Chine et en même temps d'essayer de ne pas perdre les 60% de leur économie, en tout cas sur le jeu Hearthstone. De la même manière, on a eu une problématique très proche sur la NBA. En fait, le directeur sportif du club des Houston Rockets en fait, a fait un tweet de soutien à la Chine, aux manifestants hongkongais, et son tweet a dû être tiré sous quelques heures. Le grand patron de la NBA, Adam Silver, a dû dire on s'excuse auprès de nos partenaires commerciaux chinois, mais en même temps on est obligé de protéger la liberté d'expression des employés de la NBA. Et la Chine a menacé donc de ne plus diffuser, de casser les contrats avec la NBA. Et alors, c'est pas l'espoir que peut-être plus tard ce sera des revenus. Non, pas du tout en fait. La Chine, à l'heure actuelle, donc la société, pour pouvoir diffuser en Chine, pour pouvoir avoir un business en Chine, il faut avoir une société chinoise. Et du coup, la NBA a une société qui s'appelle NBA China, donc qui est une société à la fois américaine et à la fois chinoise. Et cette société, elle est valorisée à l'heure actuelle entre 4 et 5 milliards de dollars. Entre autres parce que les droits de diffusion de la NBA sur les prochaines années a été acheté par Tencent à plus d'1 milliard de dollars. La NBA, c'est le basket, c'est le deuxième sport le plus regardé en Chine. Il y a eu plus de Chinois qui regardaient les finales de la NBA
que d'Américains. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est tout de suite maintenant très important. Et du coup, une grande partie des joueurs de la NBA, ou en tout cas quasiment l'unanimité, ne se sont pas exprimés sur le sujet, alors qu'ils sont souvent assez vocaux sur les sujets politiques. Donc on a là pour le coup cette vraie problématique de dire, ok, on ne sait pas comment, quoi penser d'un pays par rapport à sa politique interne, mais là clairement la politique interne est en train d'avoir un poids sur l'économie extérieure, sur l'agissement des sociétés. Voilà, donc il faut avoir ces notions en tête pour pouvoir enchaîner sur le cinéma. Alors avant de se lancer dans le cinéma, il y a quand même un petit paradoxe autour de ce qui s'est passé avec la NBA, parce que les Houston Rockets, qui sont donc au cœur de la polémique, étaient l'équipe du symbole absolu finalement du basket chinois, l'immense star Yao Ming. Alors maintenant, le cinéma, mon cher Bigby, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, c'est que la Chine est vraiment friande de films américains. Le public chinois en demande. Effectivement, la Chine a, pour plusieurs raisons, envie de s'impliquer, ou en tout cas d'avoir des interactions avec le cinéma occidental et particulièrement américain. Alors là, j'en citais deux raisons importantes. Il y en aura une troisième un peu après dans la vidéo. En fait, il y a deux raisons. La première, elle est politique. En fait, il y a l'université de Stanford qui a émis un rapport donc, qui s'appelle de l'Institut Hoover. Et ce rapport, en 2018, montrait que en fait, dans la Chine, il y a eu pas mal de discussions dans le parti, de prise de position sur le fait qu'il voulait avoir une influence plus importante dans les productions externes. Alors, il faut bien voir que le cinéma américain, nous, petits Français, on connaît toutes les stars américaines. On est hyper habitués pour voir plein de films américains, et un coup, les méchants, c'est les nazis, un coup, c'est les Russes, un coup, c'est les Chinois. Et en fait, du côté de la Chine, ils se rendent compte que financièrement, ça devient de plus en plus important, mais par contre, eux n'influencent pas tant que ça par leur culture les autres pays. Encore une fois, prenez l'exemple des Français. Rares sont ceux qui vont regarder toutes les semaines ou tous les mois un film chinois. Par contre, combien de Français regardent un film américain? Et donc du coup, il y a une volonté de ce qu'ils appellent officiellement promouvoir la vigilance constructive, et qui est en fait pour eux le moyen dans les films américains, en fait, d'instaurer l'idée que la Chine n'est pas un ennemi, que le gouvernement chinois n'est pas hostile, et au contraire de créer cette intention où globalement on voit tous la Chine sous un côté plus positif que à l'heure actuelle peut-être la Chine a. Donc première raison, elle est politique, c'est vraiment d'accroître son influence culturelle. La deuxième raison, c'est parce que les Chinois aiment beaucoup le cinéma international, et particulièrement le cinéma américain. Pour donner quelques chiffres, en mai 2019, 5 films du box-office, sur 5 films, eh bien, il y en avait 5 américains. Et c'est pas facile parce qu'il y a seulement 34 films étrangers qui sont autorisés à être diffusés en Chine. C'est-à-dire que chaque année, ils ne prennent que 34 films, donc tous les films étrangers sans doute postulent, et sur tous ces films étrangers, il n'y en a que 34 qui vont avoir le droit d'être diffusés. Parfois un petit peu modifiés, dans des versions avec un peu de remontage, des choses comme ça, mais globalement, il n'y en a que 34 qui vont passer. Et pourtant, eh bien, il y a le box-office. Donc c'est que le public chinois aime bien le cinéma américain. Et donc, ça, c'est évidemment une raison. Et puis, il y a aussi le fait que le cinéma chinois ne va pas très bien. Il y a eu une crise dans le cinéma chinois sur les 2-3 dernières années. Il y a eu la société, alors je m'excuse vraiment pour la prononciation, UAE Brothers, qui était donc la plus grande société de production chinoise. Et en fait, elle a connu une année, pour sa première fois, une année non rentable en 2018. Ils ont perdu de l'argent. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi, alors de ce que j'ai pu trouver dans différents dossiers. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes aussi de taxation. L'État chinois a beaucoup tapé parce qu'il y avait beaucoup de sociétés qui ne payaient pas leurs impôts. Et donc, tout ça a créé une petite crise dans le cinéma chinois. Et du coup, eh bien, la Chine a décidé, au contraire, de faire venir, d'essayer d'être attractif pour les productions étrangères. J'en reparlerai tout à l'heure, mais pour vous donner une idée, vraiment le milliardaire, je m'excuse vraiment pour la prononciation, Wang Jianlin, eh bien, a lancé un espèce il essaye de transformer une ville en méga studio, et il a investi plus de 8 milliards de dollars pour transformer toutes les infrastructures pour pouvoir produire plus facilement des films. Donc, il y a une appétence de la Chine à vraiment avoir une interaction importante avec le marché américain.
Donc on a bien compris que la Chine s'intéressait au cinéma américain, mais l'inverse est tout à fait vrai aussi. Hollywood est très intéressé par le marché chinois parce que c'est un marché où il y a énormément de dollars à gagner. Et bon, l'ami Bigby en parlera juste après, mais il y a des exemples où on s'est rendu compte en fait que c'est le marché chinois qui a sauvé la carrière de certains films au cinéma et qui a permis notamment des suites. On prend l'exemple par exemple de Pacific Rim, un film que j'aime énormément, de Guillermo del Toro, qui a été sauvé par le marché chinois, puisque en Chine il a énormément fonctionné, alors qu'aux États-Unis l'accueil a été plutôt mitigé par le public. Alors pas au niveau des critiques, hein, tout le monde a dit que Pacific Rim était exceptionnel, mais par contre il y avait il y avait pas assez de personnes qui s'étaient déplacées en salle. Et comme ça a fonctionné en Chine, et ben du coup Legendary a dit ok, on y va avec la Warner, on fait le 2, le terrifiant Pacific Rim Uprising. Donc voilà, et il y a un autre film qui a été sauvé aussi par le marché chinois, qui a même gagné beaucoup plus d'argent en Chine qu'aux États-Unis. C'est le film Warcraft, qui a signé un démarrage absolument catastrophique aux États-Unis, et c'était une grande surprise parce que c'est vraiment une grande franchise du jeu vidéo, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il trouve son public. Ça n'a pas été le cas, mais par contre en Chine, ça a très bien fonctionné. Ce qui fait que encore aujourd'hui, quelques années après, il y a encore des rumeurs de y aura-t-il ou pas une suite. Et il y a même eu des rumeurs en 2019 d'une suite qui ne sortirait qu'en Chine pour le film Warcraft. Euh, bon, je te laisse développer davantage sur ce point, mon cher Bigby. Alors tout à fait, tu parles de Warcraft. Alors pour donner quelques chiffres, en fait, il a fait 47 millions de dollars sur le marché US, là où il a fait 225 millions de dollars sur la Chine. Donc la Chine n'est pas une petite partie, elle écrase énormément le marché américain, en tout cas sur ce film. Donc effectivement, la Chine peut sauver un film, voire en faire un très gros carton. Alors pour donner des chiffres, on estime que le marché américain du cinéma sera à peu près de 50 milliards de dollars sur 2020. Le chiffre est un peu énorme et un peu vague parce qu'il inclut tout, les jouets, les salles, etc., etc. Mais si on compare en fait cette estimation de marché américain, il faut voir que là, la Chine est projetée pour avoir fait 10 milliards en 2018 et pour sans doute d'ici 2023 représenter entre 15 et 16 milliards de dollars. Donc on est sur un marché qui a une croissance extrêmement rapide, qui n'est certes pas au niveau des États-Unis encore, mais qui potentiellement, d'ici quelques années, pourrait représenter 50%, peut-être l'égal du marché américain. Donc c'est extrêmement intéressant pour les sociétés de production américaines, évidemment, d'aller essayer de chercher ce marché. Et puis, à côté de ça, il y a un deuxième intérêt. Et le deuxième intérêt, il est tout simplement parce que ces grosses sociétés que vous pouvez voir américaines, donc les Paramount, etc., en fait, beaucoup de ces sociétés ont des vrais reins pas du tout solides. C'est-à-dire que financièrement, beaucoup de ces sociétés ont eu sur 2-3 mauvais films au box-office qui avaient demandé beaucoup d'argent, se sont trouvés à avoir des difficultés financières. Je vais vous donner... Et du coup, l'argent, les investissements, l'argent chinois, c'était une solution. C'était une solution très simple. Je vais vous donner un exemple. Viacom Paramount, en fait, va recevoir 1 milliard de dollars qui est d'investissement de deux sociétés. Et en fait, dans ce deal, il faut que Paramount produise des films américains et également aide à la production de films en Chine. Alors, les conditions... Faut pas être naïf, les conditions sont financières, mais les investissements chinois sont aussi contrôlés en partie par le gouvernement sur des grandes directives. Donc il y a une vraie arrivée comme ça de ce cash chinois qui vient sauver un peu les mimiches des grosses sociétés. Et c'est pas que les sociétés à problème, parce que les sociétés comme par exemple Warner Bros, Walt Disney, DreamWorks, Lionsgate, STX Entertainment, tous ont fait des deals commerciaux importants avec des grosses sociétés chinoises pour pouvoir plus facilement importer et que leurs films soient validés sur le marché chinois, parce qu'encore une fois, la règle est que pour travailler avec les Chinois, mieux vaut travailler avec une société chinoise directement ou avoir une partie de son capital chinois. D'autres sociétés, donc par exemple le Dalian Wanda Group, lui, il va avancer 3,5 milliards de dollars pour investir et prendre des actions
dans le studio Legendary Entertainment. C'est des très gros chiffres. Enfin, on se dit tous que les gros films, c'est des gros budgets, etc. C'est vraiment loin d'être mineur. Là, on est sur des investissements très majeurs et qui détermineront si des films se feront ou pas. Petite anecdote, on avait discuté d'une suite au film Star Trek. Et en fait, les films Star Trek, beaucoup du fait qu'ils pouvaient être faits ou pas, ne se basait quasiment à 100% que sur des investissements chinois. Et donc, voilà, très concrètement, des films se font ou ne se font pas, suivant s'ils reçoivent ces investissements. Donc dans la prochaine partie, nous allons voir comment le cinéma américain s'adapte pour séduire le marché chinois, ou en tout cas pouvoir être éligible, hein, comme tu l'expliquais, dans cette trentaine de films internationaux qui peuvent sortir sur le marché chinois. Et avant que tu nous parles de différents exemples, moi je vais parler d'un cas spécifique qui est Star Wars. Figurez-vous que Star Wars, la première trilogie, n'est jamais sortie en Chine. Elle est sortie pour la première fois dans le cadre d'un festival à Shanghai en 2015. C'était avant le réveil de la Force. Et le but, en fait, c'était de montrer au public chinois ce qu'était Star Wars pour essayer de créer une hype pour que le réveil de la Force puisse être un succès. Et ça n'a pas du tout marché. Le premier qui est sorti de Star Wars, réellement, c'est Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, qui n'a pas fonctionné comme l'espérait Disney, puisqu'il a fait 120 millions de dollars sur le sol chinois, alors qu'il en a fait plus de 900 aux États-Unis. Donc ça n'a pas été un succès du tout. Et donc Disney a décidé d'essayer de séduire le public chinois en ajoutant dans le film suivant, en fait, dans Rogue One, des acteurs chinois extrêmement célèbres. Alors il y en a deux, il y a Donnie Yen et Wen Jiang qui jouent dans Rogue One. Et là, donc, il y a eu une énorme promotion en Chine. Et là encore, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a même fait 2 fois moins de recettes que le réveil de la Force en Chine. Et il n'y a finalement pas d'intérêt du public chinois pour Star Wars. Pour vous dire, Les Derniers Jedi a rapporté plus d'argent en France qu'en Chine. Donc c'est quand même quelque chose qui est très étonnant, mais qui, en fait, s'explique par le fait que les Chinois n'ont jamais eu de Star Wars dans les années précédentes, dans les décennies précédentes. Et donc la saga qui est mythique en Occident ne l'est pas du tout en Chine, elle ne les intéresse pas. Donc c'est clairement un pari raté pour Disney. Voilà, c'était le petit intermède Star Wars. Mais mon cher Bigby, il y a d'autres exemples qui montrent que le cinéma américain s'adapte au marché chinois. Alors effectivement, le marché des films américains doit s'adapter à la Chine. Alors je parlais un peu plus tôt du fait qu'il n'y avait que 34 films qui étaient choisis, donc des films occidentaux pour être diffusés en Chine. Et donc il y a un peu deux passages. Le premier, c'est il y a de nombreux critères qui fait qu'un film est purement et simplement censuré en Chine. Et après, il y a, une fois que le film est passé la censure, soit parce qu'il est entièrement passé facilement, ou au contraire parce qu'il a été eh bien, tout simplement remonté, et bien à ce moment-là, ça y est, il est en liste dans les 34. Et évidemment, le film qui est considéré comme le plus compatible avec le marché chinois gagne. Et il faut bien voir qu'il y a eu des grands exemples dans l'histoire du cinéma américain de films qui auraient pu être des gros succès, qui se sont fait complètement sabrer et qui n'ont jamais pu voir la couleur des billets chinois. Donc, je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est le Dark Knight. Le Dark Knight, en fait, si vous vous souvenez, il y a un banquier chinois qui blanchit de l'argent. Et en fait, donc, ce banquier chinois, eh bien, tout simplement, est la raison pour laquelle le film a été entièrement censuré en Chine. Donc, eh bien, Batu, il a dit ciao ciao les bifetons chinois. Un autre exemple, c'est le film World War Z, qui a été refusé pour deux raisons. La première, c'est parce que tous les films qui sont un peu sur la science-fiction, ça peut passer dans la catégorie censure pour superstition, mais visiblement, la raison la plus importante, c'est parce que Brad Pitt avait joué dans le film qui était 7 ans au Tibet. Le Tibet est un sujet assez chaud en Chine, et donc le film, pour la simple présence de Brad Pitt, a été censuré. Donc on voit qu'en fait, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être un acteur qui a été vocal sur une cause qui ne plaît pas, ou au contraire, ça peut être pour une raison vraiment du scénario. Alors,
Et quand je prends un exemple de scénario, il y a par exemple Men in Black qui a perdu 13 minutes, Men in Black 3, qui a perdu 13 minutes dans la version qui a été diffusée au marché chinois, parce qu'il y avait une scène où un alien sortait d'une boutique, d'un artisan chinois, et du coup ça n'a pas plu. Le film par contre est passé après ce remontage de 13 minutes qui retirait ce moment. Donc en fait, eh bien, quand vous produisez un film à centaines de millions de dollars américains, concrètement, les bifetons chinois pèsent dans la balance. Et la question, c'est est-ce que vous allez prendre ça en considération ou pas? Eh bien, par exemple, Marvel a fait un choix très clair. Il y avait donc le Doctor Strange. Si vous vous souvenez du film, ou ceux qui ne s'en souviennent pas, Doctor Strange est un magicien. Il va dans ce qui ressemble à une idée de ce que serait le Tibet pour rencontrer un moine tibétain. En tout cas, là, je parle des comics. Et en fait, dans la version film, eh bien, The Ancient One, donc son maître, n'a aucun rapport avec tout simplement un moine tibétain, parce que dans les films, c'est évidemment, ils ont pris une femme celte, et ils ont du coup complètement retourné les origines de ce personnage. Et la raison, vraiment très clairement identifiée, est tout simplement de pouvoir être diffusé sur le marché chinois. Si The Ancient One avait été un moine tibétain, le film n'aurait jamais été diffusé. Donc il y a vraiment soit des films qui s'en foutent, soit des films qui vont commencer à adapter, polisser le discours, ou alors il y a carrément des films qui vont être faits pour essayer de marcher particulièrement sur le marché chinois. C'est, à mon avis, très 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 loin d'être un hasard. Si le film avec Xium Liu, l'acteur qui va jouer le personnage de Shang-Chi, si le personnage de Shang-Chi, qui est donc un futur héros Marvel, c'est un personnage qui est très secondaire dans les comics, c'est un personnage qui a très peu d'importance dans les comics, sans vouloir le rabaisser, hein, mais c'est vraiment loin d'être un personnage très important. Et là, il va avoir son film, sa franchise, il va être un des 30 premiers films de l'univers du MCU. Donc c'est un honneur important qui est fait, et c'est vraiment un honneur qui, à mon avis, n'a pas besoin d'aller chercher très très loin si le film est produit. Donc voilà, donc on va adapter des choses, on va faire un film spécialement pour essayer de marcher d'être sur le marché chinois. La question qu'on peut se poser, c'est à quel point c'est quelque chose qui va être un problème dans la création du film. On prend par exemple le film de Loopers, qui était censé avoir une fin qui se passait à Paris. Alors je ne vais pas vous spoiler le film, mais toute la fin du film devait se passer à Paris. Et en fait, les producteurs ont décidé de changer ça et que tout devait se passer en Chine. Donc est-ce que ça a beaucoup changé le scénario? Peut-être pas. Ou peut-être beaucoup, à vous d'apprécier sur chaque œuvre. Mais voilà, j'ai essayé par ce dossier de vous vraiment donner la sensation, ou en tout cas vous retransmettre un peu ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, que l'influence de la Chine est de plus en plus marquée. Alors on peut évidemment parler de l'influence du marché chinois, du marché français, du marché italien, etc. etc. On le voit bien, les plateformes comme Netflix, comme Amazon essayent de faire des productions locales. Il y a eu la série ô combien de qualité, Marseille, qui a été produite par Netflix. Donc c'est aussi normal que les sociétés américaines essayent de faire des productions dans chaque pays. C'est juste que parce qu'il y a une très grande différence culturelle avec la Chine, que cette différence culturelle a aussi un impact sur ce qu'on voit et comment les personnages sont présentés. Voilà. À vous de vous en faire une idée. J'espère que vous avez apprécié ce dossier, et je laisse le mot de la fin. Et je vais juste préciser, avant de donner le mot de la fin à Ker, que moi, j'aime beaucoup quand on fait ce genre de vidéo pour vous. Ça change un peu des flux d'actualité. Je suis plus que fan de Marvel et de Star Wars, et je pense que vous le savez tous. Mais ça fait vraiment plaisir, dans des moments où il y a des trous d'actualité, de pouvoir vous parler de sujets qui sont peut-être moins vus sur YouTube, et de pouvoir en débattre tous ensemble. Merci à vous et à toi, mon cher Ker. Merci mon cher Wigby, on va terminer par un tout dernier point. Le cas de La Grande Muraille et d'Abominable, ce sont des films qui sont en fait produits par des Américains et par des Chinois pour marcher sur les deux marchés. Et ben ça n'a fonctionné finalement sur aucun des deux pour les deux films. La Grande Muraille, le film avec Matt Damon, qui lui pour le coup n'était pas très réussi. Mais par contre c'est dommage pour le film Abominable de DreamWorks, qui a été réalisé par le studio Pearl Studio, qui est un studio qui est
à moitié américain, à moitié chinois, et qui est sorti en 2019 dans le plus grand anonymat, alors que il était franchement plutôt vraiment réussi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire, vous avez l'habitude, et on se retrouve très vite, ciao.